Oui. Allez, bonjour à tous, nouvel épisode pour les No You Podcast, la saison 2 qui a démarré en trombe. Et aujourd'hui, nous recevons le seul et unique qui a le droit d'intervenir deux fois, une fois dans la saison 1 et une fois dans la saison 2, Patrick Brinchy. Patrick, bonjour. Bonsoir à tous. Salut Hugo. Ah ben ça, bonsoir, on ne sait pas. Bonjour à tous. Salut Hugo. Bonjour ou bonsoir, on verra la diffusion. Voilà. Alors, Patrick, pour te présenter, ça peut prendre un petit peu de temps, hein. On va dire que ancien triathlète de haut niveau, trailer, toujours trailer. Champion de France 2015 sur tes terres maintenant, ton jardin, le Sancy. Troisième des mondiaux en 2015 sur la Maxi Race à Annecy. Et toujours trailer, puisque cette année, cet hiver, tu vas préparer les championnats de France de trail, c'est bien ça? Oui, écoute, on essaye. L'emploi du temps est bien chargé. Là, j'avance, mais ouais, je vais essayer de participer. C'est toujours intéressant de garder un pied dedans et c'est toujours beaucoup de plaisir de m'entraîner surtout. Donc, on va essayer d'être présent mi-mars sur ce beau parcours aux Cités de la Pierre. Et pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1, tu es celui qui est à la tête, ou, si on peut dire, de la structure 2EP, entraînement, équilibre, plaisir et performance. Donc, tu es l'entraîneur en chef. Et depuis, tu as de nouveaux subalternes avec toi, Nicolas Martin, Audrey Welsbarer, Philou Guéral, la structure 2EP. Est-ce que tu veux nous la présenter brièvement? Bah, écoute, oui, effectivement, au niveau du trail, pour rester bien sûr sur le trail, c'est ce qui nous anime là surtout. J'entraîne depuis la fin des années 90, début 2000 en trail, en parallèle avec l'entraînement du triathlon et du demi-fond plus traditionnel, que j'avais mis un peu en veille et que j'ai réactivé depuis 7-8 ans. Et donc, au niveau du trail, j'ai lancé cette structure d'entraînement à distance en 2009 où il n'y avait pas encore beaucoup d'entraînement à distance. En tout cas, c'était, on va dire, les balbutiements quand même, hein. Il y avait quelques structures, mais c'était assez rare à l'époque. 2009, d'abord tout seul, avec un petit groupe de trailers, avec toujours la volonté d'avoir des trailers de tout niveau. C'est important, de toute profession, pour gérer différentes problématiques. Et puis, un petit groupe de trailers qu'on peut appeler de haut niveau, élite, selon les terminologies. Certains, au fil des années, sont devenus semi-pro, voire professionnels, en gardant une autre activité souvent en parallèle. C'est le cas de Nico Martin, de Thibaut Garivier, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Et donc, on en est à la presque 15e année de fonctionnement, avec effectivement le plaisir d'avoir des entraîneurs à mes côtés que j'ai souvent eu la chance d'entraîner pendant longtemps, à l'instar de Nico, de Philou, d'Audrey. Et voilà, et aujourd'hui, on est sur un bon rythme de croisière, sans chercher forcément un développement quelconque, mais bien s'occuper de nos athlètes et essayer d'avoir des bons résultats pour les meilleurs et pour les autres, leur permettre de concilier leurs différentes vies, familiales, professionnelles et sportives, pour qu'ils trouvent de l'épanouissement dans leur pratique. Et justement, aujourd'hui, on va parler de périodisation de l'entraînement. Périodisation qui peut être intéressante, puisqu'on a tous en tête un peu les saisons, ça c'est facile à se mémorer. Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu entraînes aussi des gens qui ont des emplois du temps un petit peu saugrenus parfois, ou qui ont des très fortes contraintes professionnelles. Et on va le voir tout à l'heure, peut-être qu'il y a des périodisations un petit peu différentes. Alors avant, pour ceux qui sont un peu néophytes, qui tombent là-dessus, qui n'ont pas forcément une culture sportive évidente et ancrée, qu'est-ce que c'est la périodisation de l'entraînement? Parce que quand on a fait du sport depuis très jeune, voilà, on a la phase de reprise, la phase de compétition, la coupure, etc. Mais comment toi, tu le définirais pour quelqu'un qui s'entraîne depuis pas longtemps et qui pense qu'il va faire du sport un peu tous les jours? La périodisation, c'est exercer, on va dire, certaines formes d'entraînement, tant sur le volume que sur les intensités à certaines périodes de l'année, où le renforcement musculaire, c'est également le cas. Donc, en résumé, selon la période de l'année, on va plutôt privilégier telle ou telle qualité, telle ou telle filière, réduire ou augmenter le volume. L'objectif d'une périodisation optimale, c'est d'être bien sûr le plus performant possible le jour des objectifs majeurs, qui sont souvent, pour une saison de trailer, au nombre de 2 ou 3. Et du coup, si je te demande, est-ce que le renforcement musculaire est très intéressant pour le trail, tu vas me dire oui, mais ça dépend quand en fait. Complètement. Voilà, il est clair qu'on peut globalement, pour commencer avec un spectre large de réflexion, quelle que soit la périodisation, on va quand même à peu près faire de tout toute l'année,
mais avec des proportions qui vont considérablement varier selon la période. Donc, ça a donné naissance à des concepts selon les pays et selon les sports, des concepts de, comme tu l'évoquais, de reprise de l'entraînement, de préparation qui est dite plutôt générale, puis de préparation spécifique et enfin d'affûtage dans les 1, 2 ou 3 semaines qui mènent aux objectifs majeurs. Et c'est pour ça que tu dis qu'on peut avoir deux ou trois objectifs dans l'année, parce que tu as la période de préparation, l'objectif, la coupure. Oui, globalement, il faut bien sûr raisonner. On va rester aujourd'hui sur le trail parce que si on est sur des distances plus courtes, ça peut être bien sûr différent. C'est également différent, par exemple, dans un sport comme le triathlon ou le biathlon, où la période de compétition, elle est finalement très réduite, hein. Elle dure sur quelques mois du fait de la dimension climatique. Pour le trail, et encore une fois, on va raisonner aujourd'hui, la périodisation, elle est en fonction des objectifs, parce qu'aujourd'hui, il y a des trails 12 mois sur 12. Ce n'était pas du tout le cas au début où on entraînait. Hein. Au début où j'entraînais, tu vois, pour revenir en arrière, début des années 2000, quand on regardait un calendrier, c'était très simple. Hein. C'était une reprise en mars, type Ventoux, par exemple, hein, pour parler avec des courses qui existent aujourd'hui. Puis en juin, il y avait des marathons du Mont Blanc, des choses comme ça. Puis fin août, il y avait déjà des gros rendez-vous. Et puis enfin, en octobre, les Templiers. Globalement, il y avait une rythmique de saison qui était très simple à gérer. Donc, une périodisation qui ressemblait plus aussi, qu'on calquait beaucoup sur l'athlétisme dit traditionnel. Aujourd'hui, la périodisation, elle doit quand même être assez individuelle selon l'athlète, puisqu'il y a des courses de trail 12 mois sur 12, y compris certaines qui peuvent être importantes pour l'athlète à des périodes où on ne courait pas avant. Hein. La Saint-Élion, par exemple, ça peut être un objectif majeur. La Transgrande Canaria en mars, ça peut être un objectif majeur. Donc, on va dire que la périodisation aujourd'hui, c'est un relatif casse-tête, c'est très différent, mais en gros, elle doit mener sur 2 ou 3, ce que beaucoup d'entraîneurs appellent pics de forme, que moi j'appelle plutôt des objectifs, c'est-à-dire 2 ou 3 moments où on essaie d'avoir le niveau de fatigue le plus bas, le niveau physique le plus haut, donc une forme optimale, mais aussi une implication mentale qui soit la meilleure. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le reproduire trop de fois dans l'année sous des risques de surmenage ou tout simplement de forme qui ne serait pas optimale les bons jours. Ah oui, alors ça pour le mental, pour l'acceptation de la douleur, on a l'exemple de Nicolas Martin sur les Templiers qui passe à peu près 6 heures sur 6h30 de course à se demander s'il va pas mourir dans la seconde qui suit. Et c'est sûr qu'il n'a pas du tout envie de le reproduire le mois ou 2 mois après. Alors, Ben, oui, pour rebondir juste ce que tu dis, il est clair que le trail, par rapport à d'autres disciplines, d'autres sports, on va dire que la dimension acceptation d'une certaine forme de douleur, de souffrance et d'inconfort pendant longtemps et de gestion de petits problèmes, hein, que ce soit des problèmes de pied, de ventre, de petites douleurs à droite, à gauche, c'est important. Et ça, évidemment, on ne peut pas accepter ça trop souvent. Et il faut que tout soit bien aligné pour le faire. Dans l'exemple que tu cites de Nico, qui a pendant longtemps fait des Templiers un objectif majeur avec plutôt de la réussite, hein, même s'il n'a pas gagné la course, il a fait 5 ou 6 podiums et avec des chronos qui sont excellents sur cette course. C'est un objectif qu'on se fixe plusieurs mois avant et sur lequel on met toute son énergie, y compris mentale, le même jour. Et ça, on sait très bien depuis un demi-siècle que ce n'est pas possible très souvent. Je pense qu'on le voit dans toutes les disciplines. et Nicolas, encore une fois, cette année, il nous a agréablement surpris puisque voilà, il avait un genou qui l'a embêté en mai, juin. Et puis après, quand il s'est remis au sport, il s'est dit, bah voilà, mon objectif, du coup, ça va être les mondiaux en Thaïlande mi-novembre. Et il réalise une course absolument exceptionnelle. Il méritait 100 fois d'être champion du monde, mais ce jour-là, il est tombé sur un grand Adam Peterman. Bon, il termine deuxième dans un chrono excellent. Je crois que c'était 7h40 pour 80 bornes et plus de 4000 mètres de dénivelé. Donc on peut dire que Nico a réussi à bien gérer ses blocs d'entraînement jusque-là, et ça tombe bien, son entraîneur, c'est toi. Donc est-ce que tu peux revenir du coup sur une périodisation classique pour un athlète de trail qui du coup aurait cet objectif de fin de saison? Oui, bien sûr. Globalement, on peut estimer qu'en trail, on est sur des durées d'environ 4 mois, hein, puisqu'il y a encore une fois souvent 2, 3 objectifs, c'est redondant selon les athlètes. Il faut parfois les ramener à réduire un petit peu ce nombre d'objectifs pour essayer d'être performant.
ce qui n'est pas simple avec de jeunes athlètes qui ont beaucoup d'envie et qui devient plus simple avec des athlètes un peu plus confirmés. Si on occulte la période de reprise, bon, la période de reprise, évidemment, elle va dépendre d'où on part. Hein. Si c'est un athlète qui sort d'une très longue coupure, qui sort d'une blessure, qui est plus âgé, qui n'a pas fait de sport d'un moment, mais globalement, il faut une période de reprise qu'on peut estimer allant de 2 semaines à 6 semaines selon d'où repart l'athlète. Une fois que cette période de reprise est établie, on va avoir, pour ma part, 3 blocs à peu près, hein, qui peuvent être entrecoupés de périodes d'assimilation ou de compétition de rodage ou de petits tests pour voir où on va. Alors, si tu veux bien, on peut essayer de voir chacun de ces blocs. On peut considérer qu'il y a d'abord une période de préparation générale. Alors, cette préparation générale, elle va viser à développer des qualités de coureur convenable ou optimale selon le vécu de l'athlète. C'est-à-dire qu'on va chercher à développer les fondamentaux de l'athlète, les qualités aérobie, donc ça va être des footings en aisance, un petit maintien du dénivelé, et on va quand même chercher à élever la VMA, qu'elle soit sur le plat ou ascensionnel, puisque ça va être quand même la qualité qui va déterminer tout le reste. Au niveau du renforcement musculaire, dans cette première période, on va rester avec des choses justement très générales, donc un travail de gainage, de proprioception. Si l'athlète va en salle de musculation, ça va être un travail d'adaptation aux futurs exercices, d'endurance de force. Donc on est là pour construire une base pour la suite. Il peut être intéressant dans cette période d'inclure des sports aérobie dits portés, c'est-à-dire sans choc. Alors là aussi, selon la période et la région, on peut penser au vélo, au VTT, au ski de fond, au roller, des choses comme ça. Dans une deuxième période, Ça va durer combien de temps à peu près bah, ça dépend de la durée dont on dispose en fait, hein, mais moi je oui. trouve que Si on s'est donné 2 ou 3 objectifs? voilà, moi je pense que en gros cette période-là, elle va durer de 4 à 6 semaines en général. D'accord. Mais elle peut être plus longue hein, si on a une longue période en hiver devant soi, par exemple un athlète qui reprend en novembre et qui n'a pas d'objectif très important avant avril, on va volontiers se donner 2 mois ou 2 mois et demi sur cette période parce que c'est très intéressant de revenir aux qualités de base du coureur. Si c'est en hiver, bah, c'est l'occasion pour certains d'aller un peu plus dans des clubs d'athlétisme, de faire quelques compétitions plus courtes, corrida, cross-country. Ça peut être voilà, l'occasion de réélever, on peut dire, son niveau de coureur dit classique ou voilà, sur des courses plus courtes. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a digéré cette période, mais cette période, elle ne nécessite pas d'assimilation particulière très longue parce que le volume n'étant pas très haut, les séances n'étant pas normalement trop exigeantes, le travail musculaire n'étant pas trop agressif, on a la régénération, elle se fait d'elle-même, on va dire. On se lance ensuite dans la période plus importante où là, l'entraîneur va devoir bien gérer les charges, c'est une période de montée en volume. Il faut à ce moment-là revenir pour le trail, c'est fondamental, à un travail de dénivelé positif et négatif, tout en maintenant les qualités qu'on a développées en amont et en commençant à développer un petit peu l'allure de course. Donc en résumé, c'est très variable envers les athlètes, mais moi je regarde quand même le total de dénivelé positif qui est parcouru. Et il faut qu'il y ait une progression dans le dénivelé positif. Ça va permettre de réadapter les structures tendineuses, articulaires à ça, hein, parce que monter pendant plusieurs minutes d'affilée, c'est très différent que de courir sur le plat pour le tendon d'Achille, par exemple. En descente, même chose au niveau des articulations, des quadriceps. Donc, il faut à ce moment-là revenir, on va dire, à un volume normal pour l'athlète, lui permettant de préparer les futures courses. Dans ce cadre-là, le volume des sports portés peut toujours être maintenu. Il est intéressant de garder ces autres activités parce qu'elles permettent d'avoir une belle base aérobie et ça permet également de supporter les entraînements plus intensifs. À ce moment-là, la VMA, elle devient secondaire. On peut considérer que c'est une qualité qu'on va entretenir donc uniquement tous les 15 jours. On va plutôt privilégier des efforts plus longs, qu'on appelle en général sous la terminologie de travail au seuil hein, dans nos jargons, ou pour ceux qui résonnent avec les zones de vélo, aujourd'hui, il y en a plusieurs aujourd'hui, ça va être les zones A3 ou A4, hein, ou Z3 et Z4. On va chercher là à élever les valeurs physiologiques qui sont plutôt sous le vocable d'endurance, hein, c'est-à-dire tenir un pourcentage de VMA plus longtemps à certaines allures. Donc là, on peut également réintroduire dans cette période, dans cette seconde période, des trails, des petits trails de rodage.
Ça dépend de la distance préparée, mais 20-30 km, par exemple, si c'est un objectif de 50, un ou deux trails dans cette période-là, ça va permettre de voir un petit peu où on en est, de se remettre dans le rythme compétition, ce qui est quand même très particulier en trail, et d'avoir aussi des repères sur le ravitaillement, sur le matériel, sur les chaussures qu'on a pu changer par rapport à l'autre année, des choses comme ça. Voilà. Après cette seconde période, il faudra forcément un petit moment de régénération. Peut-être une semaine où on va très peu s'entraîner, faire un petit bilan médical, ostéo, kiné, des choses comme ça, pour repartir vers la période qui va être spécifique. Cette période, là aussi, elle va être de durée variable selon le temps dont on dispose, mais à minima 3 semaines et idéalement 6 semaines. Dans cette période-là, ce qui doit nous occuper, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon le jour de l'objectif. Donc, on va se rapprocher au maximum des conditions qui préparent le corps à l'objectif. En termes de durée, voilà, en termes de durée, en termes de profil, bien sûr, c'est différent si c'est une Saint-Élion ou un Grand Raid de la Réunion. Et oui, Et là, en termes d'intensité, voilà, il va falloir plusieurs heures dans la semaine évoluer aux futures allures de la course. C'est important. Donc, si c'est un trail de 50 km, bah, c'est assez facilement reproductible sur le terrain. Si c'est une épreuve beaucoup plus longue, bah, il va falloir faire des randos courses permettant de s'habituer à passer des heures dans la montagne. et c'est là où tu vas devoir vraiment différencier l'athlète qui a choisi de participer à l'échappée belle, qui lui va avoir besoin de bouffer du caillou, des choses extrêmement longues, mais pas nécessairement de courir, de l'athlète qui va préparer la Saint-Élion. Eux, ils auront deux phases spécifiques, qui auront peut-être toutes les deux la même durée, mais ils vont pas du tout faire le même entraînement, en fait. C'est ça? Totalement. On peut considérer que la période 1, elle est commune à presque tous les athlètes, qu'est-ce que soit ce qui va être préparé. La période 2, il va y avoir des petits distinguos, bien sûr. Hein, c'est différent entre un 30-40 km ou un ultra, mais il y a encore une base qui est commune. Par contre, la troisième période, elle doit être la plus spécifique possible. Et si possible aussi, c'est vraiment l'une des spécificités de notre sport, en allant vers des terrains qui ressemblent à la course préparée. Donc, si on habite loin de ces terrains-là, il est indispensable d'avoir un ou deux week-ends pour évoluer sur ces terrains-là. Tu citais l'échappée belle ou la Réunion, ce sont des courses tellement atypiques qu'il est indispensable dans la période spécifique de pouvoir évoluer quelques fois sur ces terrains-là, sous peine tout simplement de ne pas pouvoir courir. Et on pourra revenir peut-être sur chacune de ces périodes selon tes questions. Et ensuite, derrière, il y a une période d'affûtage, c'est-à-dire vraiment une période qui va permettre au corps et au mental de récupérer du travail, d'arriver le plus frais possible avec le meilleur état de forme. Et donc pour ça, il faut que la courbe de fatigue baisse, la courbe de forme monte, et pour essayer de les écarter le plus possible. On peut considérer qu'un pic de forme sera une fatigue qui est au plus bas et une forme au plus haut. Et ça, j'ai toujours été persuadé depuis une vingtaine d'années que ça prenait pas qu'une semaine, mais plutôt 2 à 3 semaines. Je pense que c'est une des erreurs les plus fréquentes commises par certains athlètes ou parfois des entraîneurs qui se calent trop sur un mode demi-fond court, par exemple, ou athlète traditionnel. Il est évident qu'on ne récupère pas en une semaine d'une lourde préparation avec du dénivelé. Et qu'au contraire, si on allait juste une semaine, on va être dans un état de fatigue profonde, dans un état même de désadaptation, de très mauvaises sensations, et on va complètement rater sa course. Et peut-être que 2 semaines après, l'athlète va faire une course pour se rattraper, et là, il va être bon, parce qu'en fait, il aura fait l'affûtage nécessaire sur 2 à 3 semaines. Alors moi, je fais plutôt un affûtage, Hugo, de 2 semaines sur des trails qui vont de 40 à 70 km, on va dire, le trail plutôt traditionnel à la française, hein, entre le format court et le ballon. Voilà, du France de trail court, on peut dire, jusqu'au format templier, et un affûtage de 3 semaines pour les ultras qui nécessitent là plus de fraîcheur et une régénération musculaire impeccable. Ah, et puis il nécessite aussi un peu du temps pour l'athlète, parce que sur les ultras, il va y avoir l'aspect logistique qui rentre en compte. Alors, t'en parlais un petit peu, et du coup, c'est peut-être dans la phase spécifique qu'on va le faire. C'est que sur un ultra, on a souvent son sac avec tout un tas de matériel obligatoire, ou pas, hein, mais peut-être qu'il peut y avoir des conditions dantesques, et donc on emmène quand même beaucoup de matériel. Il y a une gestion de l'alimentation, de l'hydratation qui est peut-être pas forcément simple et évidente. Et du coup, ce que tu mets parfois dans les entraînements, c'est de partir avec un sac qui imite le jour de la course, c'est ça?
Complètement. Pour les ultras, il est indispensable dans la phase spécifique. Dans la phase spécifique, du coup. Voilà, dans la phase spécifique, mais même déjà avant, bien sûr, il faut s'y faire petit à petit. Mais Est-ce qu'il on faut va dire, dormir avec son sac, Patrick? voilà, on peut dormir avec le sac, on peut faire Ah, l'entraîneur avec le sac, ah oui, tout ah est oui. possible. Mais en tout cas, c'est vrai que les athlètes que je vois réussir sur l'ultra, ce sont des athlètes qui prennent cette dimension-là bien au sérieux et qui suivent bien les conseils à ce niveau-là. C'est-à-dire que, bien sûr, on va faire les entraînements avec le sac, avec le même poids que le jour de la course, ou à défaut même un petit peu plus lourd, si comme tu le dis, on hésite, on se dit que peut-être on en aura plus. Il est évident que si on s'entraîne toujours sans rien et que le jour de la course, on a un sac avec un matériel obligatoire de 3 à 4 kilos, on va devant des problèmes évidents. Le bas du dos ne va pas comprendre, peut-être même les frottements au niveau des épaules, ça va rendre la chose insupportable, on ne saura pas trouver ses affaires dans le sac. Donc bien sûr que là, ça revêt une dimension indispensable. Et je pourrais te rajouter là-dessus des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est le test de la frontale, le test des chaussettes. On pense souvent aux chaussures, mais très peu aux chaussettes. Le test du short, parce qu'entre un short qu'on met 2-3 heures et un short qu'on met 10 heures, là aussi, ça peut être des frottements qui sont abominables et qui pourrissent une course, même si l'essentiel, ça reste la question des pieds quand même. Donc, la phase spécifique, elle va englober toutes ces dimensions-là. En clair, il faut voir derrière spécifique se rapprocher au plus possible des conditions de la course, les simuler pour éviter toutes ces petites erreurs qui, sur une course de 20 km, vont gêner de quelques pourcents, mais qui, sur une course comme un ultra, peuvent tout simplement conduire à l'abandon ou à une contre-performance notable. Ouais, et donc, dans cette phase spécifique, on se réveille, on mange, on vit comme le jour de la course. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes sur du matos qui n'a pas été bien testé et qui a lâché le jour J chez quelques-uns de tes athlètes? Alors, ça ne me vient pas telle ou telle personne, mais ce que je te disais, c'est sûr qu'on a déjà des athlètes qui te disent après, bah ouais, il y a tout qui bougeait dans mon sac, c'était abominable, il y a les bâtons qui ont pété, des choses comme ça. Bien sûr que oui, on a ce genre de choses. Quand on voit tout ce qui est demandé sur les ultras aujourd'hui, il est évident que ça devrait être testé depuis une dizaine de jours avec le matériel obligatoire, parce que là encore, si ça ballotte dans tous les sens, c'est infernal. Et pour être encore pratiquant, comme tu le dis, on a encore aujourd'hui, il y a moins de poche à eau, mais on a tous subi cette situation abominable d'être dans un peloton avec l'athlète qui n'a pas vidé la poche à eau d'air et Ah qui oui, flop, flop, flop. Il y a une dizaine d'années, c'était absolument insupportable. Des fois, je leur disais, allez, enlève ton sac et enlève l'air. C'était une révélation pour certains. Mais en tout cas, pour revenir sérieux, même si l'athlète pratique vraiment pour son plaisir, de façon totalement amateur, il faut bien régler ces petites questions-là parce que c'est justement ce qui va donner le plus de plaisir le jour de la course si ces petites dimensions matérielles, elles sont bien réglées. ouais, bon, je n'en ai peut-être pas parlé, mais j'avais une belle anecdote sur la frontale à la Trans-Gran Canaria 2019. En plus, j'avais fini ma phase de spécifique avec toi. On avait fait un joli tour autour du Saint-Romain. Et pendant la course, tout se passait bien. Et puis, au milieu de la nuit, la batterie faiblit un peu. C'est normal, il faut la changer au bout de 5 à 6 heures. La frontale s'éteint et je me dis, bon, bah, je vais changer la batterie. Et en fait, dans la forêt, bah, une fois que la frontale s'est éteinte, il fait nuit noire, donc on peut pas changer la batterie. Et du coup, j'avais attendu le concurrent de derrière, qui était Peter Van Der Zoon, qui m'avait gentiment éclairé pour que je change ma batterie. Voilà. Belle anecdote. J'ai eu la même mésaventures à la Saint-Élion Ah! et fort heureusement, on était en groupe. Et alors, je suis en train de chercher qui avait eu la gentillesse. Je Ça doit crois que être Fleurton, hein. c'était Pierre-Laurent Viguier Ah qui oui! courait, Pierre-Lot, qui courait avec nous, qui avait marché à côté de moi en éclairant mon sac parce que je ne savais pas où j'avais mis. À l'époque, j'utilisais la Nao, là, qui avait les petites batteries et voilà, je ne savais pas où c'était. Mais sur les frontales, on a dû tout s'en faire. Hein. Moi, j'ai laissé ma frontale en haut du Semnoz pendant les montes 2015. Et puis en arrivant dans la forêt, je me suis aperçu qu'en fait, dans la forêt, il faisait toujours nuit. Donc j'ai dû attendre Nico Martin et Benoît Cory pour qu'ils m'éclairent. Inutile de dire que si j'avais lâché dans la descente, ben, c'était fini, donc j'ai pas lâché. Mais voilà, ça c'est des choses, voilà, savoir où est la batterie, comme tu dis, ça fait partie des petits détails. Tu vois, une chose qui marche bien, moi après les ultras, surtout ces athlètes peu aguerris, quand ils en ont fait un
qui s'est plus ou moins bien passé, je leur demande de checklister tout de suite les jours après, de dire bah tiens, il aurait fallu faire ça, 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 mais vraiment de le faire dans les jours qui suivent parce que c'est là où on se rappelle le mieux et de bien garder cette feuille. Et des fois, la semaine avant l'ultra, on la relit et on dit ah ouais, tiens, là, ça, j'avais pas fait attention, des choses comme ça. Ok, ouais. Dans toute cette belle phase de périodisation donc, qui nous amène à la reprise sportive de l'athlète jusqu'à son objectif, tiens, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Une fois que l'objectif est accompli, combien de temps tu mets le sportif à l'arrêt? Alors, moi, j'ai toujours Cachot. pensé, au repos, j'ai toujours pensé depuis longtemps, et je pense que tu pourras le confirmer, même s'il peut y avoir des contre-exemples pour différentes raisons, parfois deux objectifs qui sont rapprochés, c'est surtout le cas pour des athlètes parfois semi-pro, qui ont parfois des contraintes de sponsors, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai toujours pensé qu'il fallait en gros en trail respecter une phase de repos absolue, complet, sans forcément d'autres sports après les trails. Et là encore, c'est très différent de la course à pied traditionnelle ou du triathlon, etc. Le trail, le jour de la course, pour un objectif, qu'il soit de 30 km ou de 150, si on s'implique à fond, ça veut dire des descentes qui sont quand même courues à vive allure, des lésions musculaires, articulaires, tendineuses qui sont incontestables. Hein, les différentes biopsies l'ont montré. Hein, ceux qui ont fait des études scientifiques type Guillaume Millet, avec lequel on a pu participer là, ces derniers temps à quelques questions sur son ouvrage, l'ont montré. Donc, moi, ce que je considère le plus simple, c'est en gros un jour de repos complet par tranche de 10 km parcourus. Donc, si on a fait un objectif, bah tiens, on parlait des Templiers tout à l'heure ou de la Maxi Race, des courses de 80 km pour un athlète quand même assez aguerri, il a fait 80 km, il faut 8 jours de repos strict derrière. Voilà, sans autre sport. Le seul autre sport qui me paraît très convenable dans cette phase, ça pourrait être la natation, si vraiment l'athlète a du mal à s'arrêter, mais même le vélo, je le déconseillerais dans cette phase parce que c'est pas complètement anodin pour le genou, par exemple. Et Oui. une fois ce repos strict réalisé, il faut bien sûr une reprise progressive, prudente, qui va dépendre de l'objectif suivant. Hein, si on a du temps, on peut prolonger ça avec encore la même durée, on va dire. Si c'est 8 jours, encore 8 jours qui sont assez faciles, des petits footings sur du plat, voilà, là, du sport porté, c'est idéal. Mais il faut quand même respecter une prudence. Comme tout le monde, j'ai assisté dans les années 2000 au spectacle, on pourrait dire, d'athlètes qui enchaînaient des courses toutes les semaines. On ne va pas les citer, peu importe. Voilà, tout le monde disait, ah ben si, c'est possible, on peut faire 30 rides par an, tout le monde applaudissait des deux mains. Mais inévitablement, c'est des gens qui souvent courent plus aujourd'hui ou plus beaucoup parce que c'est jamais anodin voilà, de faire des épreuves avec des lésions qui restent. Et je pense que ça amène quand même à une usure prématurée, que c'est prendre beaucoup de risques avec, quand je dis sa santé, c'est pas forcément sa santé en termes de santé, mais avec son corps, avec au niveau articulaire, musculaire, tendineux. Et puis c'est des gens qui après vont expliquer que le trail est traumatisant et qu'on ne peut pas faire ça pendant 20-30 ans. Je pense que si, mais il faut respecter cette période-là après les compétitions. Et j'insiste bien après les compétitions parce que jamais, dans aucun entraînement, on va aussi loin au niveau physique et psychique qu'une compétition. Hein. On peut bien faire une rando course de 12 heures. Oui, c'est pas anodin, mais rapidement derrière, un athlète, il peut reprendre l'entraînement s'il a bien fait les choses au niveau nutritionnel, entre autres. Par contre, après un UTMB, si l'athlète a tout donné, il a passé une nuit blanche, parfois deux, il est évident que derrière, il faut une phase de récupération. Et on a même vu quelques exemples d'athlètes qui, après, n'étaient pas très bien dans leur vie, hein, des petits burn-out, des choses comme ça, parce que il y avait eu un enchaînement d'épreuves ou d'ultra trop fréquent. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Pour moi, le trail, c'est s'entraîner beaucoup à certains moments et plus que dans l'athlétisme traditionnel ou comme certains s'entraînent en trail. Ça veut dire des week-ends, des semaines où on s'entraîne vraiment beaucoup, mais il y a aussi des moments où le repos complet, il est indispensable. En tout cas, des jours sans courir, ça c'est certain. Et c'est pour ça que du coup, le sujet de la périodisation il est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, quand on va demander à un de tes athlètes combien d'heures il fait par semaine, ça n'a aucune valeur, puisque s'il est dans la phase de préparation générale, de montée en volume, dans sa semaine off ou sa semaine de spécifique, en fait, ça peut varier de 5 à 30 heures, quoi. Complètement. D'ailleurs,
En trail, autant en athlète, ça peut être intéressant hein, de regarder. On enlève les semaines, bon, on enlève peut-être les 2 semaines de coupure pure, mais on regarde combien il y a de kilomètres qui est fait, etc. C'est une indication qui est très intéressante. En trail, ça n'a aucun sens parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jours qui sont pas courus. Et voilà, on avait fait un petit débriefing l'an dernier après l'UTMB de Thibaut Garivier. Alors, un UTMB qui n'a pas été, bien sûr, c'est un débutant sur Ultra, même s'il a survolé la CCC, qu'il a gagné des grandes courses. Mais bon, La CCC qui dure 2 fois moins longtemps que l'UTMB, hein, tout de même. tout à fait. Il a fait un UTMB qui n'est pas non plus catastrophique. Hein. Il fait quand Il même termine 10e, un temps 10e très en respectable, 22 sachant, heures. voilà, 22 heures ou peut-être un peu moins, sachant qu'il a passé le dernier tiers à, on peut le dire, à randonner misérablement dans la montagne, ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui avaient été faites pas trop mal. Il y a eu une petite série d'erreurs commises pendant la course, mais bon, peu importe. Toujours est-il qu'après, on a essayé de voir un peu ce qui pouvait être amélioré avec lui. Et l'une des choses que l'on a pu voir quand même, c'est que il fallait incontestablement ne pas commettre de petites erreurs qui peuvent, sur des épreuves secondaires, ne pas être très impactantes, mais là-dessus être plus grandes. Il avait par exemple fait des petites erreurs de débutant. Et surtout, on a regardé quel volume il avait parcouru. Alors on peut se dire, quelqu'un qui a fait 10e de l'UTMB, qui a gagné la CCC, il avait fait une course 3 semaines avant importante, on était arrivé à une moyenne sur les 4 derniers mois de 60-70 km à pied. Donc c'est la réalité. Hein. Donc si on jette ça en pâture à quelqu'un, ah bon, on peut faire 10e l'UTMB avec 60-70 km à pied, la France entière peut le faire. Mais c'est un chiffre qui veut rien dire. Parce qu'il y a pourtant, il y a des semaines où il s'est entraîné une trentaine d'heures. Il y a des semaines où il a couru 150 km et 10 000 de D+. Sauf que sur l'ensemble de la période, comme il y a eu d'autres courses, 2 ou 3 petits aléas de santé, l'annulation du 90 du Mont Blanc, enchaîné avec ses vacances, où voilà, ça faisait 10 jours qu'il se reposait, la course est annulée et prévu de se reposer. Bon, il s'est reposé quand même. Au final, on arrive à ce chiffre. Donc, il est évident que ce n'est pas quelque chose qui doit être intéressant de regarder en trail. Ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement le cumul à la fin de l'année complète qui peut donner chez un jeune athlète une notion de progressivité dans la pratique. Et dans toute cette phase de périodisation, il y a un truc qui peut être intéressant là, dont on n'a pas parlé, c'est la périodisation des soins. Parce que le trailer, aujourd'hui, il va faire des séances de cryo, il va faire des séances de kiné, il va faire des séances d'ostéopathie, peut-être d'autres trucs aussi. Du coup, ça nécessite, par exemple, l'ostéopathe, on a tous en tête, ça nécessite quand même un petit peu de relâchement derrière. On va pas faire ça la veille d'une compétition. Est-ce qu'il y a des périodes où tu incites un peu tes athlètes à aller consulter comme ça un spécialiste santé pour regrouper vaguement, Tout à fait. pour Alors, faire un petit bilan, un petit point? Oui, ta question elle est très très intéressante puisque la dimension santé préventive, on l'a tous en tête quand on entraîne. On est heureux d'avoir des gens voilà, qui vont bien, qui sont en pleine santé. Et un athlète qui n'est pas blessé, c'est un athlète qui progresse puisqu'il va enchaîner les semaines. Et ça, il ne faut jamais l'oublier à tout âge. Donc bien sûr, alors je vais essayer de prendre dans l'ordre ce que tu dis. Bilan médical, on peut penser à une prise de sang très complète ou un test, pourquoi pas VO2 max ou d'électrocardio à l'effort pour un athlète qui est plus de 35 ans, ça devrait être fait en gros, bon, le test électrocardio tous les 5 ans et je pense qu'une prise de sang avec un bilan complet à minima une fois par an, pourquoi pas pendant à l'automne où on peut disposer d'un peu plus de temps et peut-être une autre fois dans l'année si on a un doute sur sa forme ou sa récup. Donc ça, j'ai envie de dire que ça n'a pas trop à être anticipé puisque ça peut être fait assez librement. Si c'est un test type VO2 max à l'effort, oui, ça nécessite d'être prévu dans une semaine très légère parce que sinon le test n'aura aucun effet si l'athlète est fatigué. Donc il faut presque 2 ou 3 jours de repos complet avant si c'est un test en labo. Ensuite, le suivi kiné. Pour moi, le suivi kiné, ça va plus être un petit suivi régulier entre la prévention et la gestion des petits débuts de bobo. Donc ça, c'est à chaque athlète de voir s'il a le temps de faire ça une fois par semaine. Ça, c'est plus quelque chose de routinier, à moins que ça soit de la rééduque post-traumatique.
Moi, là où j'incite vraiment les athlètes à faire, c'est dans les périodes de post-course. Tu vois, je mets souvent, même dans les plans d'entraînement, un bilan ostéo conseillé. Si on a fait une course qui est exigeante, eh ben, dans les 10 jours qu'on a de repos ou de semi-repos, c'est là où c'est très intéressant de faire une séance d'ostéo, plusieurs séances de kiné, parce qu'on va pouvoir bien se reposer. Par contre, l'expérience me montre, je ne pourrais pas forcément te dire scientifiquement pourquoi, il faudrait quelqu'un du médical, mais l'expérience me montre qu'il ne faut jamais faire de séance d'ostéo, ou en tout cas éviter très fortement, à part peut-être lundi ou mardi encore, ça peut passer, mais il faut éviter de faire de séance d'ostéo la semaine avant une course. Moi, je m'aperçois que beaucoup d'athlètes qui le font, il y a des soucis d'entorse, il y a des pertes de proprioception, on ne se sent pas très bien. Une séance d'ostéo, ce n'est pas anodin, hein. Le praticien, il cherche à rendre de la mobilité aux articulations, c'est parfois fatigant. Et donc ça, je pense qu'il faut bien réfléchir effectivement à quand le faire, plutôt à S-2 ou S-3, et comme tu le dis, absolument suivi de 2 ou 3 jours où il y a très peu d'entraînement, ou alors justement de l'entraînement porté sans trop d'efforts. Ah oui, bah tiens, l'an dernier, j'étais allé voir Benoît Nave à 4 semaines de l'UTMB. Et puis, j'étais pas retourné 4 semaines avant. Après, on avait fait un petit bloc. Voilà. Tu vois, il y a aussi dans les erreurs commises, où parfois là aussi la périodisation peut être intéressante, il y a des gens qui vont se faire masser en profondeur, hein, du massage, pas la caresse, hein, Ah, pas le Thaïlandais? voilà, pas le massage qui fait du bien, ou comme toi tu fais avec ton rouleau doucement avec ton chat qui te regarde, hein. Non, non, pas du tout. Vraiment le vrai massage, et si on n'est pas habitué à être massé, ben, c'est quelque chose qui est traumatisant. D'une certaine façon, ça va être super pour enlever certaines contractures qui peuvent traîner, certaines tensions. Et là aussi, ça doit être anticipé plutôt 2, 3 semaines avant la pratique. Tu vois, ben, par exemple, moi j'avais été surpris un petit peu des douleurs musculaires précoces de Thibaut l'an dernier. Ben, on s'est aperçu qu'il s'était fait masser 2 jours avant la course. Il l'avait jamais fait. Ah, Il l'avait jamais fait de l'année. ah oui. Donc ça, c'est voilà, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Bien sûr, si on est cycliste professionnel, on est massé plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on le fait épisodiquement, j'avais eu la même mésaventure avec un triathlète professionnel avant un championnat du monde qui a déjà gagné le championnat du monde par ailleurs, donc il a déjà réussi, mais qui s'était fait masser la veille ou l'avant-veille, parce que voilà, on arrive avec un staff, il y a de la dispo, allez hop, on se fait masser. Bah, dès le début de la course, il avait crampé, alors qu'il n'a jamais eu de crampe de sa vie, parce que c'est pas anodin non plus. Donc ça doit être, pour moi, l'ostéo ou le massage profond, bien sûr, c'est très très bien avant une épreuve, mais l'anticiper S-2, S-3, le temps que le corps retrouve bien son équilibre. Hmm. Et aujourd'hui, depuis peut-être quoi, 3 ans, là, tu utilises la plateforme Nolio. Du coup, est-ce que tu te permets de le mettre quand tu programmes les semaines d'entraînement à tes athlètes, de leur mettre un petit rappel peut-être, bah là, on est à 3 semaines de la course, pense à faire un petit check-up, je t'ai mis 2 jours de repos, des trucs comme ça? Complètement. Ouais, ouais, moi je le marque. Alors bien sûr, ces plateformes, elles nous ont rendu l'entraînement plus interactif, plus facile, plus efficace, je pense, hein, plus efficient. C'est dommage, avant, on avait un joli Word Et ouais, c'était où tu bien pouvais aussi, hein, écrire beaucoup de choses. c'est vrai, mais on Il y en avait une ressortira certaine comme ça. romance, une certaine poésie. On les a tous gardés, donc Ah oui, c'était je bien. les ai tous. Voilà. Mais euh, bon, ce qui peut être intéressant, bien sûr, c'est ça donne l'utilisation de ces plateformes, on a cette vision globale-là. Donc Hmm. moi, oui, je l'indique très clairement. Tu vois, ben là, on va parler d'exemples concrets. J'ai un athlète que j'ai depuis voilà, quelques temps, la Rémi Brassac, qui a fait 5e des Templiers l'an dernier, donc une belle Ah course, hein. ouais, ouais, Un très athlète très belle qui, course. on va dire, qui n'avait pas forcément ce niveau-là, qui a pu créer une belle surprise. C'est toujours chouette, hein, de voir un athlète se sublimer sur une course qui, depuis, a bien confirmé avec voilà, un bel enchaînement de petites compètes secondaires et d'entraînements qui sont intéressants. Et ben Rémi, tu vois, je pense à lui, là il fait une semaine de ski de fond, puis il va faire une course test de 26 km dans le Tarn, je crois. Et le lendemain, je lui ai mis, comme j'aime bien parfois, une sortie longue sur fatigue. Et puis derrière, il a 4-5 jours de repos complet. Et là, je lui ai mis un petit bilan ostéo vivement conseillé, parce que il sera préparé déjà depuis 1 mois et demi sérieusement pour les championnats de France qui sont son objectif. Là, il va faire un enchaînement qui est un peu périlleux avec une compète de 25 bornes et le lendemain une sortie longue. Donc là, ça me paraît être le bon moment pour le faire. D'accord. Donc oui, oui, je pense que c'est bien, de la même façon que pendant la période spécifique, bah moi, ça m'a beaucoup facilité la plateforme, ça m'a beaucoup facilité le suivi du D+, par exemple.
tu vois, j'essaie de voir si on est dans des valeurs qui sont celles que j'attends par rapport à l'athlète en question. Est-ce qu'on a une progressivité ou en tout cas, à minima, une stabilité dans le travail de D+, qui est suffisante par rapport à la course proposée? Parce qu'avant ça, bah, quand tu donnais 2 heures à l'athlète, à moins qu'il te fasse des retours extrêmement précis par le GPS, c'était pas toujours simple de savoir en fait la réalité du terrain. Là, on a cette vision-là qui est intéressante. De la même façon que tu peux voir aussi où il a fait sa sortie. Je le fais parfois avec certains athlètes que je connais moins, voir si le gars il prépare. Tu citais l'échappée belle en début de podcast, est-ce qu'il fait l'effort d'aller dans des terrains qui sont un petit peu compliqués ou s'il n'a pas ça à portée de main, est-ce qu'il fait au moins l'effort d'aller dans du hors-trace, d'aller dans la forêt, de crapahuter un petit peu parce que sinon il ne sera pas prêt à la course. Donc ça, des fois, j'aime bien faire ça. Et une nouvelle chose là, que tu vas intégrer avec les autres entraîneurs de la structure 2EP, c'est de la préparation physique avec une personne dédiée à ça. Et tu le programmes aussi sur la plateforme Nolio, du coup, tu le donnes à tes athlètes. Complètement. Alors, Et ça aussi, ça ne va pas être toute l'année, tous les lundis matins, prépa physique. non, complètement. Alors, par rapport à la prépa physique, on va rester dans le cadre de la périodisation que tu évoquais. La préparation physique, c'est vraiment nécessaire de périodiser. Alors, auparavant, moi, je travaillais surtout avec des exercices, on va dire, plutôt orientés pliométrie, parce qu'à cette époque-là, les salles, elles étaient très rares, l'accès avec du matériel était très rare, et on avait presque aucun athlète qui avait les possibilités de faire ça avec un suivi. Donc, on faisait vraiment une période de préparation générale très classique, puis une deuxième période qui mêlait préparation générale avec le début de quelques exercices spécifiques, et puis vraiment une période spécifique avec plus des exercices de pliométrie qui allaient simuler la course préparée. Dans l'exemple de la Réunion, par exemple, ça peut être des amortis à 90 degrés ou des choses qui simulent les descentes d'escalier, tu vois, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a cette réflexion aussi avec de la préparation physique pure et dure, j'ai envie de dire, en salle, soit que les athlètes gèrent eux-mêmes en ayant le matériel chez eux, soit mieux encore, voilà, si ça peut être encadré par quelqu'un ou par l'entraîneur. Et donc là, on va avoir un petit peu la même logique dans la périodisation 3 phases. Une phase où on va plutôt chercher à s'habituer à ce qu'on va travailler ensuite. Une phase où on va essayer d'avoir des stimulations qui ressemblent à la course, aux contractions musculaires préparées, et puis une phase spécifique enfin. Donc, ouais, ça, c'est un des aspects sur lesquels on a évolué. Et globalement, quand même, il y a une densification. Si tu prends l'exemple de l'UTMB, tu citais tout à l'heure, il est évident qu'il y a une densification du niveau. Les meilleurs sont toujours très bons. Hein. Voilà, je pense qu'il y a 10 ans, Jornet est déjà très bon, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois bien ce que c'est, tu es bien placé pour le savoir. Ce qui était les 10 premiers de l'UTMB avant, c'est presque les 50 aujourd'hui, parce que ces dimensions-là, elles sont de mieux en mieux ciblées. Et je pense bien rare les athlètes qui vont faire aujourd'hui un top 10 d'un championnat du monde ou d'une course très relevée ou d'un top 20 de l'UTMB sans prendre en compte la périodisation de la préparation musculaire, c'est sûr. Ouais, tout le monde est au courant de tout maintenant. Alors, Patrick, toi, tu es aussi connu pour faire progresser des athlètes qui sont pas athlètes, déjà sur le papier au début, puis qui le deviennent finalement. Pour faire progresser des sportifs qui avaient peut-être des gros freins. Alors, ça peut venir d'un travail conséquent, ça peut venir d'une vie de famille avec beaucoup d'enfants ou en bas âge, etc. Ça peut venir d'un lieu géographique, une personne qui habite à Orléans et qui rêve de la Pika Pika dans les Pyrénées. Et tu arrives à faire progresser tous ces gens-là grâce à des stratégies qui vont un petit peu hors des sentiers battus parfois. Est-ce que tu pourrais nous narrer quelques belles histoires avec certains de tes protégés qui, sur le papier, n'avaient rien pour réussir? Tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là là, parce que là, ça va pas aller. Et finalement, tu as trouvé des stratagèmes pour les faire progresser. Il aurait fallu que je réfléchisse à la question avant, parce que là, je t'en aurais cité des exemples. Hein. Effectivement, on a eu beaucoup de cas, et c'est peut-être ce qui fait le plus plaisir à l'entraînement, ce que tu évoques, des gens qui n'avaient rien forcément pour réussir, ou même l'inverse, et puis qui y sont arrivés. L'entraînement en trail, il y a eu beaucoup de défrichements, et il a fallu être très inventif là-dedans. Ça, c'est sûr.
Alors, je ne sais pas qui a inventé quoi, mais c'est toujours dur de savoir si c'est la poule qui a fait l'œuf, tu sais, ou l'œuf qui a fait la poule, je ne sais pas. Mais c'est sûr que dès le début, j'ai essayé d'avoir cette volonté de ne pas fixer de frein et de ne pas voir l'entraînement en trail d'une façon trop stéréotypée. Alors, au début, on a inventé des sortes de mixtes qui aujourd'hui sont bien démocratisés. Tu sais, l'exemple chaise, plus des sauts et monter une bosse. Oui, Voilà, oui, oui. J'en ai parlé au club aujourd'hui, d'athlé, ils ont halluciné. voilà, aujourd'hui, c'est ça, mais je peux te sortir des plans du début des années 2000 où on Ah, faisait dans une côte à Clermont qui s'appelle les Montagnards et je mettais, à cette époque, j'étais un peu moins original que maintenant, 4 ou 6 fois 6 minutes. Bon, allez hop, c'était comme ça. 5 fois, on faisait 2 minutes de chaise, ce qu'on appelle des air squat jump aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça les sauts de grenouille sur place, tu vois. Et 6 minutes au seuil, redescente en 3, 4 minutes et puis on faisait ça d'emblée. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, ben, par exemple, Éric Lacroix, après, il a bien travaillé là-dessus, il a montré scientifiquement que ça avait des bénéfices intéressants et c'est quelque chose que plein de trailers font. Donc ça, c'est chouette. Après, ben, moi, tu sais bien que j'ai été un des premiers amoureux de la navette. Hein. ah Alors, oui. je prétends absolument pas avoir inventé la navette, pas du tout. Mais en tout cas, intuitivement, j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant là-dedans parce qu'il y a des gens, comme tu dis, qui n'ont pas, ça m'est venu surtout chez des gens qui n'ont pas beaucoup de dénivelé chez eux. Qu'est-ce qu'on fait avec le type qui habite en plaine et qui veut réussir? Alors oui, il y a le renforcement musculaire, oui, euh, oui, pardon, je coupe le téléphone. Oui, il y a le renforcement musculaire, oui, il y a le vélo, mais il y a un moment où si tu veux grimper, si tu veux descendre, il faut grimper, il faut descendre. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un gagner le Tour de France en allant faire de la natation. Hein. Voilà. Enfin, je crois pas. Euh, donc Ah, non, non. du coup, il y a un moment, il faut courir dans ces conditions-là. Donc, dès le début, ben, j'avais des gars, euh, j'ai pas de nom comme ça qui me viennent en tête, tu vois, mais j'avais des gars, je les trouvais incroyables parce que c'était des Bretons. Hein. Tu sais, à l'époque, on avait la filière bretonne un petit peu là-bas, les Leclinch, tu sais, tout Ah ça, oui, là. oui, oui, Ah ouais, Julien, des, ouais. des, des, des sommités de la Bretagne. Et ces gars-là, j'en avais eu d'autres aussi qui avaient des résultats intéressants. Et je les voyais qui faisaient des fois le week-end 2 ou 3 heures, tu leur mettais 1000 ou 1500 des plus. Bon, moi, 3 heures, 1500 des plus ici, comme chez toi, ça me paraît assez banal, quoi. Il n'y a rien de Ouais, terrible. ouais, tu fais un tour, ouais. Sauf que le pauvre type, là-bas, il a juste sa falaise à monter ou sa petite montagne. Et les gars, ils arrivaient à te sortir 1000, 1200. Quand j'ai vu les premiers GPS arriver, putain, je voyais le truc, tac, 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 tac. Je me suis dit, il y a un truc, parce que le gars, il fait pas beaucoup de dénive. Alors, les Bretons que j'ai eus, sans leur faire offense, putain, ils n'étaient pas doués, les gars. Hein. Mais ils ont fait des choses pas mal, même sur des courses dures. Et du coup, je me suis dit, tiens, intéressant. Donc ça, ben, la navette, on l'a développée jusqu'à en faire un vrai mode d'entraînement à toutes les filières, hein, parce qu'on peut faire de la navette pour travailler la marche bâton, on peut faire de la navette à fond. Et donc ça, ben, tu vois, c'est des choses qu'on a fait qui ont permis d'accélérer des progrès et de créer des choses intéressantes. Après, il y a le vélo. Hein, le vélo qui peut permettre de faire passer des caps à certaines personnes. Et puis, moi, j'ai bien expérimenté la pliométrie aussi. Hein. Alors là, je pourrais te faire rire hein, sur la pliométrie, mais dans les années 2000, j'étais assez loin dans la pliométrie sur le nombre de sauts. Et bah, Nico Martin pourra t'en parler, hein, parce qu'il a subi ça et force est de constater que ça a relativement bien marché. Quand on a préparé, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs victoires d'athlètes différents sur les Templiers, et enfin plusieurs athlètes sur le podium en tout cas différents, et des victoires. Et en tout cas, on était beaucoup, beaucoup sur la pliométrie, donc on a pu aller jusqu'à des choses extravagantes, 5, 600, 700 sauts de grenouille, des choses comme ça. Ah ouais. Oui, oui, on a été assez loin avec des séries, mais eh ben, ça permettait, sans faire forcément trop dénivelé, ça donnait des bons résultats. Tu vois, la question du sac que tu évoquais tout à l'heure un peu chargé, bah, c'est des athlètes puisqu'ils m'ont fait réfléchir là-dessus et je me suis aperçu que certains eh ben, préparaient les ultras avec ça, que ça donnait de bons résultats. Voilà. Après, si tu veux des athlètes qui m'ont surpris, je te citerai un gars comme Mathieu Bourguignon, que tu connais bien, qui est sur Lyon. Et le gars, avec un entraînement assez traditionnel, il te finit en 360 bornes avec la carte bleue dans la poche, comme toi et moi, on va acheter le pain. Quoi, hein. Et Ouais. ça,
c'est incroyable. C'est des cas intéressants parce que bah, tu te poses la question en tant qu'entraîneur, pourquoi ils y arrivent, qu'est-ce qu'ils font à certains moments qui leur permettent de faire ça. Mais c'est sûr qu'il faut, pour entraîner en trail, avoir une très grande ouverture d'esprit et ne pas forcément se fixer de limites et être ouvert un petit peu à toutes ces nouveautés, même s'il faut garder un cadre quand même qui ne soit pas trop extravagant. Mais si on est sûr de quelque chose, c'est qu'on est sûr de rien. Et il faut se remettre en cause et être capable aussi de voir qu'on peut réussir en trail avec des schémas différents. Alors, les schémas différents, on va y venir là pour la fin de l'interview. En prenant mon exemple, comme ça, toi et moi, on est bien au courant. Quand je suis venu te voir en 2016, on avait préparé la TDS et tout se passait bien. C'était un ultra trail en été, donc quelque chose de commun. Et en 2019, j'ai voulu préparer la Trans-Grand Canaria, qui là était un ultra trail, mais je ne sais plus, c'était fin février ou début mars, mais à la sortie de l'hiver. Fin février, oui. Ouais, c'était Au tout début mars, ouais, tout début ouais, mars. ouais, ça change un peu de date, je sais plus. Ce qui était compliqué, parce qu'en plus, c'était un hiver où j'avais eu beaucoup de neige chez moi au plateau du Revard, et puis je pense que tu n'en avais pas eu beaucoup des athlètes qui avaient préparé un ultra en début d'année. Mais moi, je dispose de beaucoup de temps l'hiver. L'hiver, c'est là où j'ai presque la plupart de mon temps libre, et du coup, je peux faire beaucoup d'heures. Mais du coup, comment étais-tu sorti pour la préparation, puisque j'avais pas mal réussi cette course, là, j'avais terminé 10 ou 11e au milieu d'Espagnols qui eux s'étaient préparés tout l'hiver au soleil. Oui, ben, le cas que tu évoques, eh ben, ça nécessite une réflexion et une périodisation ben, qui est particulière, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que le débat qu'on a aujourd'hui, il est riche, mais on ne donnera pas d'éléments forcément ultra concrets. Il y a peut-être des gens qui seraient déçus parce qu'il faudrait analyser chaque cas, mais ça montre qu'il y a toujours des solutions. Dans le cas que tu avais évoqué, si ma mémoire est bonne, on avait quand même fait beaucoup de ski de fond. Oui, énormément. C'est mon Voilà, plus gros énormément de d'hiver. ski de fond. Voilà, c'est un sport qui apporte plusieurs choses. Bien sûr, la base aérobie nécessaire, beaucoup de puissance au niveau des muscles du train inférieur, un gainage parfait. Donc ça, on va dire qu'on s'était servi du ski de fond pour faire Et quelques chocs aussi. voilà, la base, oui, un petit peu hein, Peu de chocs, ouais. sur les quadrilles. Donc, on s'était beaucoup servi de ça. Et puis derrière, on avait dû mixer ça quand même avec un petit travail de PPS, hein, un petit travail de prépa physique avec les bondissements qu'on évoquait tout à l'heure et du travail quand même à plat parce que la Trans-Grande Canaria, elle a la particularité, tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'avoir un début et une fin en tout cas le début qui se court un petit peu, dans lequel tu cours Oui, d'ailleurs en général un peu trop vite, toi, hein, mais c'était le voilà. cas à l'époque. Effectivement, j'avais des sections à 17 km/h, ce qui était une erreur. Oui, mais Voilà. tu as tendance à, dès que tu vois pas 10 000 mètres de dénivelé, tu as tendance à croire que c'est une course très roulante. Mais attention, il y a quand même quelques cailloux. Voilà, mais l'exemple que tu cites, ben, ça montre que même un athlète qui vit dans une région de montagne, qui a surtout de la neige à disposition, on peut réussir un ultra tôt. On avait fait une course de préparation, il me semble peut-être la Galinette fin janvier ou quelque chose comme ça, mais pas plus que ça. Là Oui. aussi, il faudrait que je m'y replonge hein, parce que c'est quand même un petit peu vieux. Mais voilà, c'est une course, on va dire, pour le jeune athlète que tu étais, qui était réussi, qui était bien à une période où moi, effectivement, hein, préparer 100, 120 bornes si tôt dans l'année, c'est un casse-tête. Et puis finalement, on arrive à trouver des parades. Et là, la parade, c'était quand même une grosse base de ski. Euh, bon, parce que tu sais aussi pratiquer ça et que tu pouvais le faire régulièrement. Mm. Oui, c'était facile pour moi. C'était vraiment pas très loin. Euh, Et tiens, je te coupe une fois, Hugo, mais pardon, mais pour dire aussi aux gens qui pratiquent et peut-être aux entraîneurs qui sont plus débutants, que même si c'est le même athlète, il faut que cette périodisation, elle évolue d'année en année. Je vais citer ton exemple puisque tu es là. On a vu très clairement l'an dernier, même si tu as fait une saison, bon, tu as eu des soucis en début de saison, des petits problèmes, mais l'UTMB, ben, ça a plutôt été une course réussie, une heure de gagner, une place convenable, une course plutôt bien vécue. On va encore faire mieux cette année, on va toujours continuer à et gagner. On il gagne faut, notre heure annuelle, hein, jusqu'à il faut. tant qu'on n'est pas à 18 heures, on continue. Au pire à 19, tant pis. Allez, donc en tout cas, on va essayer de continuer à grappiller du temps comme on l'a fait et c'est plaisant hein, d'y arriver. Et ben, malgré tout, l'an dernier, avec Hugo, on a identifié que quand même, il y avait un problème physiologique.
du fait que il avait fait beaucoup de courses longues, qu'il s'était beaucoup amusé l'an dernier en navette, qu'il y avait eu des moments d'arrêt pour des petits soucis de santé ou autre. En Et fait, on que avait sous-estimé la navette. On pensait que c'était 12 heures facile et en fait, c'était très très dur. aussi. Et Le dernier puis, survivant, ouais, c'était vraiment une vraie course et pas comme on le supposait avant d'y aller, un entraînement. c'est clair. Et puis, il y avait, au fil de ces préparations, justement, d'ultra, au fil de ces quelques dernières années, des petits soucis de santé ou physique, il y avait eu quand même une perte petit à petit du niveau physiologique. C'est-à-dire qu'avant, faire du 17 à l'heure, c'était un petit entretien tranquille. Puis, ce 17, il est passé à 16, puis à 15,5. Une érosion, en fait, de ce niveau-là qui fait que s'il y a moyen de faire mieux à l'UTMB désormais, c'est pas forcément sur le volume, c'est pas sur toutes les autres dimensions qui sont bien maîtrisées, c'est retrouver peut-être un niveau de coureur meilleur pour être à l'aise dans les sections roulantes, les sections de faux plat descendants. Donc cet hiver, on s'est décidé avec Hugo à refaire ce qu'on évoquait tout à l'heure, une préparation générale vraiment traditionnelle. Donc, pas trop de volume, du passage en club d'athlétisme pour aussi retrouver une dimension groupe, dynamique collective, pour avoir d'autres conseils, pour refaire un peu plus de fondamentaux à plat, de PPG, de travail de VMA. Et je suis certain qu'on se dira qu'en mars-avril, comme on n'oublie pas non plus de garder quand même un petit peu de dénivelé, un petit peu de ski de fond, un petit peu de home trainer, d'apporter la nouveauté cette année avec de la musculation lourde encadrée. Et ben, tout ça pour dire que voilà, la préparation générale chez Hugo cette année, elle a pris plus d'importance. C'est presque 3 mois où on refait les vrais Oui. fondamentaux, puisqu'en fait, les autres, la prépa spécifique, on peut la réduire, puisque maintenant, c'est quand même un ultra-trailer aguerri, il en a une dizaine au compteur, il maîtrise bien ça, son corps, il a imprégné toutes ces préparations-là, et donc, on n'a pas besoin de refaire autant. On le voit bien aussi avec un Kylian Jornet qui prépare souvent des formats courts et qui ne refait pas des périodes spécifiques finalement si longues parce que c'est tellement ancré en lui depuis longtemps. Et donc voilà, Hugo, cet hiver, il redéveloppe ses fondamentaux. Mais peut-être que l'hiver prochain, la prépa générale, on ne refera pas comme ça parce qu'en fait, il aura moins besoin puisqu'il aura bien redéveloppé sa VMA, sa motricité, sa longueur de foulée, ses seuils qui seront bien réélevés. Donc, c'est aussi chaque année à se dire dans la périodisation, quelle période, quel nombre de semaines, quelle durée je donne à chaque phase. Et c'est sûr que chez quelqu'un qui débutera en trail, la phase spécifique, il va falloir qu'elle soit plus longue parce que son corps a besoin de plus de temps pour se préparer. Alors qu'un athlète comme Hugo, c'était peut-être l'inverse, c'était refaire les fondamentaux, prendre le temps de refaire les fondamentaux un petit peu longtemps. Et du coup, ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que la phase de périodisation qu'on a décrite au début, tu donnais des intervalles, général, 4 à 6 semaines, spécifique, 3 à 6 semaines. Et du coup, ça, chez un athlète, ça va dépendre de ses saisons. Et c'est d'autant plus intéressant que l'athlète passe un certain nombre de saisons avec le même entraîneur, peut-être aussi, pour apprendre à se connaître. Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de. Tu peux plus ou moins réussir, évidemment. On a, on a eu la chance d'avoir la chance ou le privilège d'avoir des athlètes qui ont bien réussi et c'est chouette. Mais, mais si tu veux, il faut surtout bien se remettre en cause toujours et essayer de se réinventer tout le temps. Mais la seule chose dont je suis persuadé qui marche, c'est de bien connaître les gens. Ça, c'est sûr. Tu ne fais pas de miracle avec quelqu'un tout de suite. Ou alors, si tu fais des miracles, c'est 3-4 mois parce que tu veux lui apporter de la nouveauté, de l'excitation dans sa pratique, des choses nouvelles. Donc oui, mais après, si tu veux vraiment bien marcher, il faut qu'il y ait de la continuité. Ouais, Et quand c'est même, vrai. dans d'autres sports, on le voit très bien, les athlètes qui ont réussi ont souvent eu de la confiance pendant longtemps avec un même entraîneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. À certains moments, ça s'essouffle, hein. Il peut y avoir la volonté de changer de méthode et c'est tout à fait compréhensible, mais il faut du temps pour connaître un athlète et c'est peut-être dans le fait de bien le connaître, sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il aime pas, sur quel levier il faut appuyer chez lui, que ça marche. Donc ça, c'est sûr que c'est un privilège et c'est souvent comme ça qu'on arrive à des belles choses quand il y a de la continuité dans la relation, ça c'est sûr. Dernière petite question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire non à des athlètes qui te proposaient leur calendrier de saison avec des objectifs peut-être trop rapprochés ou placés à des moments où justement tu connaissais l'athlète, tu te dis mais c'est pas possible, lui il est paysagiste, il va passer 3 mois en plein air sous une température caniculaire à crever et il veut faire un ultra début septembre, il est fou, ça passera jamais. Ah oui, beaucoup, souvent. Ah souvent, ah ouais. Ouais, c'est fréquent, hein, c'est même le cœur du métier.
Alors, beaucoup moins avec les athlètes qui ont un certain vécu, parce que aussi certains enchaînements un peu hasardeux, ils peuvent se faire plus facilement du fait de leur vécu. Mais là, ben, ça fait 2 mois qu'on étudie beaucoup les calendriers avec chacun des athlètes en général. Et je peux te dire que parfois, c'est bon, oui, il y en a, moi je leur dis clairement, il y en a, ils débutent, ils veulent faire tout de suite X Ultra ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, complètement. Ou alors, je dis carrément, hein, il y en a qui te le confirmeraient, hein, j'en ai certains au téléphone, je dis, mais c'est quoi ton but? C'est de faire du trail de 3 ans, c'est d'être chroniquement blessé, comme ça. Donc, bien sûr qu'il faut réduire parfois le nombre de compètes, parfois ça peut être l'augmenter un petit peu, mais il faut le réduire, il faut espacer les objectifs. Donc ça, oui, il faut être capable, très clairement, surtout dans ce moment de société où il y a une surconsommation parfois des épreuves et des choix d'épreuves partout, il faut être capable de fixer l'athlète. Et c'est peut-être encore plus une responsabilité si c'est un jeune athlète, on va dire moins de 25 ans, qui voudrait faire du trail. Là, il faut clairement lui expliquer que c'est pas non plus anodin de faire 50 bornes tous les 15 jours en compétition. Donc oui, bien sûr. Et après, sur ce que tu dis, bah, c'est évident. Moi, il y en a qui veulent faire des ultras en mars-avril, alors que je sais très bien qu'ils n'ont pas de disponibilité, que l'hiver, c'est compliqué pour eux, que la sortie longue, elle va être que de 2 ou 3 heures. Et avec ces gens-là, on sait que le seul schéma qui marche, c'est un ultra en août, septembre, octobre, quand ils ont eu un enchaînement de compétition tranquille dans l'année, 30, puis 40, puis 50, puis 70, petit à petit, on va dire tous les 3 semaines, qui en fait leur ont servi à progresser, à passer un petit peu de temps à la montagne. Donc ça, c'est de la responsabilité, bien sûr, de faire comprendre à ces gens-là que leur périodisation, elle est pas bonne et qu'il faut aller vers quelque chose de plus raisonnable. Et globalement, tu vois, je te rajouterai quelque chose là-dessus, sans parler de dire non. Il y a un aspect qu'on n'a pas vu dans le trail, c'est aussi la périodisation avec les objectifs secondaires. Moi, je trouve une des choses qui marche bien, c'est d'avoir une progression dans la saison sur le kilométrage et le dénivelé. Tu vois, chez des athlètes amateurs, ben, on commence par 20-25 km et puis si leur objectif c'est 100, on met des compétitions de réglage qui vont crescendo comme ça. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, je trouve. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette périodisation? Non, j'aurais pu dire, je te trouvais particulièrement beau aujourd'hui. Hein, tu as fait un Oui, vrai t'as effort de vu, look. j'ai Ouais, mis un peu de vraiment, gel. le style est bon. Je ne sais pas si si les cheveux vont rester comme ça dimanche au quart de finale de cross. Ah, J'en il y doute un a peu. très peu de chance, effectivement. J'espère que ça va s'élever un petit peu. Non, te dire que bah, c'était un plaisir d'échanger avec tout le monde, que si certains ont des questions plus précises, ils peuvent les faire passer par Nolio ou perso dans la limite des dispos. Bien sûr que j'y répondrai. C'est toujours un plaisir d'échanger sur l'entraînement. Et remercier aussi Nolio bah, pour ces moments d'échange. C'est un plaisir parfois pour moi aussi d'écouter les uns et les autres. Et j'espère, écoute, que quelques-uns prendront du plaisir à écouter nos échanges et que ça pourra leur donner quelques billes ou quelques idées. Et oui, tu citais tout à l'heure Eric Lacroix, c'est vrai que je ne t'en ai pas parlé au moment où on enregistre. En fait, cette saison 2 des podcasts Nolio, tu le découvriras peut-être avant que notre enregistrement sorte. Mais Eric co-anime avec moi, donc une fois sur deux, c'est Eric qui lui aura une dimension un peu plus psychologique avec des athlètes et non pas avec des entraîneurs cette fois-ci. Ah, super, Voilà. c'est On va boire ses paroles. c'est quelqu'un de. Personnellement, j'apprécie beaucoup. J'ai toujours trouvé ses ouvrages très intéressants parce que mélange justement la dimension scientifique, pratique et aussi le recul de l'athlète qu'il a été. Donc, oui, ça va être passionnant d'écouter Eric comme toujours. Eh ben Patrick, je te remercie pour ton temps, pour ton partage. Comme tu dis, ce qui n'est pas partagé est Et perdu. perdu. Bon, ben voilà, là, tu auras partagé une bonne heure avec nous. Eh ben, écoute, avec plaisir, Hugo. Et puis, pourquoi pas un jour refaire, tu vois, cette intervention sur des choses plus ciblées, plus concrètes, ou avec des questions plus précises de certaines personnes. Ça sera un plaisir en tout cas. Plus personnalisé, c'est ça. Tout à fait. Eh ben, merci Patrick. Salut Hugo, salut à tout le monde. Bonne saison de trail à tous.